Oui, merci. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran, c'est là. Non, je pense que je vais faire toute la fenêtre. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Alors, merci à tous de vous être connectés. Alors, je vais commencer déjà par me présenter. Je m'appelle Marine Garbe, je suis directrice pour Lafarge Granulat, directrice environnement, pardon, pour Lafarge Granulat, et conservatrice de la réserve naturelle régionale du bocage humide des Cailleries, qui se situe dans le département 44 au sud de Nantes. Je n'ai pas vu connecter, je ne vois plus vos écrans, alors je suis désolée, je laisserai intervenir si jamais Nathan Martin et Denis Dabo sont connectés, s'ils peuvent nous faire signe. Autrement, pour les introduire, Nathan Martin, donc les deux structures partenaires avec qui nous travaillons sur la réserve naturelle régionale sont le CPE Logne-et-Grand, comme l'a introduit à Amélie, ainsi que la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique. Denis et Nathan, si vous êtes connectés. Oui. Bonjour, oui. Denis Dabo, la Fédération des chasseurs de l'Atlantique. Bonjour à tous. Bonjour, Nathan Martin du CPI Logne-et-Grand. Alors, la question qu'on peut se poser sur la réserve naturelle du bocage humide des Cailleries, c'est notamment comment la société Lafarge est devenue gestionnaire de la réserve naturelle régionale et comment est-ce qu'elle organise la gestion du site aujourd'hui. Donc, cette réserve, donc, comme vous le voyez à l'écran, est une réserve de 18 hectares, avec la présence notamment d'un maillage intéressant en termes de diversité de milieux. Vous avez notamment la présence d'à peu près 16 mares sur le site, 14 parcelles prairies, friches et clairières, et près de 5000 mètres linéaires de haies. Globalement, comme vous le voyez, on a une mosaïque de milieux qui permet d'avoir une biodiversité très intéressante sur le site, qui en fait l'intérêt écologique sur le site. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut couper son micro parce que j'entends derrière ça résonne. Merci beaucoup. Sur la localisation de la réserve naturelle régionale, elle se situe dans le bassin versant de Grandlieu, comme vous pouvez le voir sur la carte, tout à l'est, et sur la commune de Saint-Colomban, pardon, au centre et tout à l'est de la commune de Saint-Colomban. On est à proximité de la Vendée, donc au nord de la Vendée, tout au sud de la frontière avec la Loire-Atlantique. Donc voilà pour cette réserve naturelle régionale, pour la présentation globale. Et vous voyez aussi sur la photo, vous pouvez voir juste ici, qu'elle est juxtaposée à notre carrière de Saint-Colomban, carrière gérée par Lafarge Granulat. Comment est venue l'idée de créer cette réserve? Alors la réserve est maintenant, elle commence à avoir un petit peu d'âge. Donc déjà, tout d'abord, en 1999, Lafarge a pu mener des inventaires avec notamment West Ham, qui est une structure sur les inventaires faune-flore, pour regarder l'ensemble des milieux qui se situaient autour de Saint-Colomban, enfin, sur la commune de Saint-Colomban. Lors de ces inventaires, il a été identifié tout de suite, très rapidement, que le secteur, les 18 hectares de la réserve, la localisation où se situe actuellement la réserve, étaient des parcelles avec une présence très intéressante en termes de diversité faunistique et floristique, qui, avec une reconnaissance certaine, qui a appelé l'œil, et où il y a eu petit à petit une demande de reconnaissance externe de ce secteur, puisque de toute façon, donc nous, l'objectif, c'était qu'on puisse avoir, on avait à proximité de ces terrains-là, on avait l'intention d'avoir une carrière,
donc à Carrière de Saint-Colomban. Et de ce côté-là, on savait qu'on ne ferait jamais de carrière puisque l'intérêt faunistique et floristique du secteur était très important. Et c'était aussi un secteur qui était plutôt tenu également avec une animation. Je viens de me connecter. Ah. Je sais pas qui c'était, mais si jamais c'est quelqu'un qui voulait intervenir, n'hésitez pas à me dire, ou sinon on termine la présentation de cette slide et après vous pouvez poser vos questions. Donc du coup, comme je disais, l'animation en local sur les terrains était menée par les riverains, les élus. Il y avait vraiment toute une dynamique importante sur ces terrains-là déjà dès l'époque, où ces terrains étaient plutôt déjà caractéristiques d'un bocage, mais qui est un bocage humide, mais peut-être où on avait une possibilité d'amélioration des milieux et de la fonctionnalité des milieux en local. À partir de 2003, donc comme vous pouvez le voir sur toute l'échelle, à partir de 2003, il y a eu une mise en place d'un plan de gestion agro-environnementale afin d'en fait tout simplement reconnaître toutes les actions qui étaient déjà menées en local et de les structurer via des plans de gestion notamment pour pouvoir améliorer la gestion, suivre des indicateurs, etc. En 2006, reconnaissance de l'ASNIEF. Entre 2002 et 2006, il y a eu un achat des parcelles par Lafarge, 2008, pardon, un achat des parcelles par la Farge. 2008 a eu notamment, donc là c'est peut-être le moment où je vais pouvoir donner la main à Nathan Martin de structure du CPIE, qui va pouvoir intervenir sur notamment la reconnaissance AAP de biodiversité de la réserve. Nathan, si tu... Oui, à partir du coup de 2008, le CPIE a été sollicité par Lafarge pour faire le lien avec la dynamique des habitants et des bénévoles qui étaient présents autour de ce site-là et de préserver cette richesse. On a pu bénéficier d'un premier appel à projet de la région autour de la biodiversité, donc c'était appel à projet biodiversité, pour la restauration de mares sur le site, parce que c'est quand même une des richesses importantes avec une forte densité. S'en est suivi, après un bon fonctionnement, un deuxième appel à projet autour de l'arbre cette fois-ci, deuxième entité très intéressante sur le site, avec la remise en tétard d'arbres ou même la création d'arbres tétard. Ces deux appels à projet ont permis de lancer une dynamique autour d'un comité de suivi qui s'est prolongé au fur et à mesure des années et est né, les années après, la volonté de labelliser le site en réserve naturelle régionale, et donc avec une labellisation en 2012 et un travail en amont d'un premier plan de gestion sur 6 ans. Donc la réserve a été labellisée en fin 2012. Et à partir de 2012, donc par exemple, premier comité en 2014, s'en est suivi un comité chaque année réunissant les partenaires du site et les habitués et les particuliers. Donc premier plan de gestion sur 6 ans, donc avec une fin en 2018 et un début du second plan de gestion en 2019 jusqu'à 2024 cette année, où du coup on est sur une évaluation du deuxième plan de gestion et on renouvelle pour 12 ans en partenariat avec la Fédération des chasseurs, le CPIE et la Farge pour les 12 prochaines années. Sachant que du coup, les actions, je me permets de terminer, les actions de mares autour des mares et des arbres qui avaient été initiées lors des deux appels à projets ont pu finalement rentrer après dans les plans de gestion à travers des actions pérennes et régulières chaque année. Donc voilà pour l'historique de la création de la réserve. Merci beaucoup Nathan pour le complément. Et comme vous le voyez, le CPIE a été très présent depuis les années 2008, enfin depuis 2008, en tout cas structurellement parlant, depuis le début des années 2000, sur notamment toute la gestion et la connaissance des milieux et de l'animation en local. Donc là où on se situe aujourd'hui, donc on termine on est au bout de 2 fois 6 ans de plan de gestion et de renouvellement, d'un premier renouvellement en fin 2024. Nous sommes actuellement en pleine évaluation du plan de gestion passé et sur l'élaboration du troisième plan de gestion en cours de création
donc avec l'intégration notamment de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, dont Denis Dabo, présent aujourd'hui en visio, et en est le directeur. Je ne sais pas si Denis, vous avez un mot. Non, l'intérêt entre guillemets de la fédération et comment ce rapprochement s'est fait. On est déjà gestionnaire d'une réserve naturelle régionale sur le lac de Grandlieu, donc avec une proximité, on va dire, géographique. On intervient depuis de nombreuses années dans le comité de la réserve. Et c'est vrai que la Fédération des chasseurs, soit de Loire-Atlantique ou des Pays de la Loire, est extrêmement investie dans le maintien du bocage, la restauration du bocage, également dans la fac agroforesterie. Donc c'est vrai qu'on avait on va dire, des sujets communs et des synergies à trouver. Et nous, on estime que c'est également très important pour l'intégration, on va dire, sociale et locale de la réserve, qu'il puisse y avoir cette synergie entre tous les acteurs du site. Et voilà, donc c'est une démarche de progrès auquel on participe avec plaisir. Je vais laisser la main à Nathan Martin pour la présentation des enjeux de la réserve. Oui. Donc, l'ancien plan de gestion, enfin, celui qui va être évalué cette année, il était divisé en 4 gros enjeux avec une première partie qui était autour de la préservation du milieu bocager et de sa faune et flore associée. Donc, c'était un plan de gestion qui avait été fait sous l'ancienne méthodologie CT88. Donc, autour de ce milieu bocager, richesse du site, on a une sous-division en 3 gros ensembles qui sont finalement le triptyque qu'on peut retrouver sur le site autour des milieux humides, notamment des mares, autour des prairies et autour des haies, avec des inventaires tous les 2 ans. Une année, on fait tout ce qui est lié au milieu humide et une année, on fait tout ce qui est lié au milieu prairiaux et au milieu bocager, enfin haies, entre guillemets. Donc, tous les 2 ans, on a des inventaires. Il y a des restaurations de mares quasiment au moins tous les 2 ans, de la mise en tétard et du renouvellement d'arbres têtards tous les ans aussi, et une gestion des prairies qui sont faites principalement par pâturage fauche. Donc pâturage ovin sur la partie est de la réserve, pâturage équin sur le centre, sur les parcelles les plus petites, et pâturage ovin sage-caprin sur des petites zones qui sont peu accessibles de la réserve. On est sur une réserve qui a à peu près, on va dire 700-800 espèces connues, avec 350 espèces d'insectes, 300 espèces de flore, 70 espèces d'oiseaux et à peu près 6 espèces de reptiles, 9 d'amphibiens, puis quelques autres espèces outre-taxon. L'autre enjeu qu'il y avait sur le site, c'était d'accueillir le public et de faire de la réserve un outil pédagogique pertinent sur le territoire. Chaque année, on a des animations scolaires avec l'école de Saint-Colomban, donc de la commune sur laquelle la réserve se trouve. Ils viennent 3 fois sur le site, au printemps, enfin en automne, au printemps et en été. Donc comme ça, ils peuvent voir la réserve à différentes saisons. Et on a ouvert cette année, on a fait une porte ouverte auprès des écoles des communes avoisinantes pour pouvoir les accueillir sur le site l'année prochaine. On a également des sorties grand public réalisées régulièrement, et l'enjeu fort, ou du moins l'action forte de ce plan de gestion, c'était la fête de la réserve, les 10 ans qui ont eu lieu en 2022 avec, lors d'un dimanche, plein d'événements autour de la culture, de la nature, de l'art, et notamment la réalisation d'une sculpture directement sur le site, qui a été après mis en place pendant 1 an sur la réserve. On a un autre enjeu et deux autres enjeux, qui étaient plus fonctionnels. C'était la contribution de la réserve à son territoire et la gestion administrative de la réserve, qui était de permettre de coordonner l'ensemble des actions qui ont lieu sur le site et de pouvoir aussi valoriser le travail qui est fait auprès des partenaires. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai rouvert mon micro. Oui. Ok, super. Alors, merci Nathan pour la présentation des enjeux. Du coup, sur comment on voit la gestion et comment on l'organise,
Alors tout simplement, on va parler d'une convention de partenariat tripartite, donc entre Lafarge, le CPIE et la Fédération des chasseurs, pour pouvoir notamment avoir une vision globale de l'ensemble des acteurs, et on travaille communément sur le sujet pour l'animation du plan de gestion. Et donc Lafarge avait vraiment l'intention de se rapprocher des structures les plus pertinentes en local et qui ont le plus de connaissances sur la gestion des milieux pour pouvoir animer au mieux ce plan de gestion et pour pouvoir créer aussi les actions, les fiches actions qui sont importantes pour pérenniser l'intérêt écologique de la réserve. Évidemment, ce travail collaboratif ne pourrait pas avoir lieu sans notamment l'aide de la région, puisqu'on a, au titre de la reconnaissance de réserve naturelle régionale, on a demandé des aides de subvention à la région de Pays de la Loire, dont on remercie évidemment leur implication et leur confiance pour la gestion de ce site d'intérêt. Sur la gestion un peu plus précise, alors Nathan a détaillé pas mal de sujets, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble, mais globalement, vous pouvez voir quelques photos. Donc, alors là, il me semble, alors ces photos, c'est soit Lafarge, soit CPIE, soit Fédération des chasseurs. Donc, donc voilà, libre de droit pour nous. Des photos de notamment la réserve avec, par exemple, le ponton qui a été réaffecté ou restauré, je ne sais pas comment on peut le notifier, lors de la fête, pour la fête de la réserve, la fête des 10 ans, pour l'anniversaire. Vous voyez en bas à droite une photo d'une des friches, enfin des prairies qui est d'intérêt en termes de milieu sec plutôt intéressante. En haut à droite, vous voyez les travaux de curage de mares qui ont été effectués en 2023 sur une des mares qui se situe à proximité d'un des chemins au sud de la réserve. Et puis vous voyez aussi en bas à gauche une des mares permanentes, pour le coup pas temporaire, présente sur la réserve. Donc, quels sont les exemples de gestion qu'on peut avoir sur le site, comme le disait tout à l'heure Nathan, il y a des gestions de mares, de zones humides, du curage, de l'entretien, de la mise en défense, du renfort, de la création de mares avec l'assistance du CPIE, la gestion de l'ennoiement des terrains aussi, qui est un enjeu fort sur le secteur, et on le sait, avec le changement climatique, sera davantage à prendre en compte. Il y a de la gestion des prairies, par pâturage ovin, équin ou bovin. On a de la gestion de fauche également sur les parcelles. Pour tout ce qui est alignement des haies et la gestion des boisements, on a certaines actions de plantation pour reconstitution du bocage ancestral, puisque c'est l'intérêt principal de la réserve, d'où le nom réserve naturelle du bocage humide des Cailleries. Et puis ensuite, sur les aspects un peu plus non techniques sur la gestion des milieux, plutôt comment on communique et comment on sensibilise autour de la réserve. Donc le programme annuel pédagogique avec les élèves de Saint-Colomban d'ouverture que le CPIE anime, d'ouverture de la réserve et de présentation des enjeux principaux, des animations d'autres publics également, comme l'ouverture au CCAS et au Club Ado de Saint-Colomban, avec une présentation, encore une fois par le CPIE, sur les enjeux écologiques de la réserve, et également des sorties naturalistes grand public, donc même tout un chacun, si vous êtes intéressé, on vous invite à regarder régulièrement les actualités, avec des sorties qui sont organisées régulièrement sur la réserve. Et puis bon, sur tout ce qui est amélioration de la connaissance scientifique, on en a parlé, donc je ne vais pas le détailler. Mais juste un point sur quand même le contrôle également, on est bien conscient qu'il y a certaines espèces, comme par exemple le ragondin, qui sont nuisibles sur la réserve, dont on effectue un contrôle et une lutte pour lutter contre sa propagation, ainsi que d'autres espèces invasives.
Alors donc du coup pour la suite de la gestion du site, comme on vous l'a dit, hein, le plan de gestion fait peau neuve et donc là je vais peut-être laisser la main à Denis Dabo pour notamment Oui, la fédération, du coup, accompagne Lafarge dans la rédaction du nouveau plan de gestion, donc pour 12 ans, comme l'a dit tout à l'heure le CPIE. Pour ce fait, on a recruté une chargée de mission espace naturel protégé qui sera en charge de la rédaction donc, du plan de gestion et qui va être formée rapidement au nouveau CP 88. Et concernant l'implication des acteurs locaux, donc on a déjà réalisé 3 ateliers de travail avec les partenaires associatifs, administratifs, les naturalistes locaux sur des thématiques spécifiques à la réserve. Et il est également prévu qu'on puisse aller travailler avec les habitants, que ce soit de la commune ou des communes périphériques, sous forme d'un sondage ou d'un formulaire dont on n'a pas encore déterminé totalement la forme, mais qui sera à mettre en œuvre là, au mois de janvier. Et du coup, on travaille vraiment dans un triptyque collaboratif avec le CPE, la Fédé et la Farge pour imaginer la gestion future de ce site et notamment les enjeux majeurs que sont le réchauffement climatique et l'impact que cela pourra avoir sur la gestion des haies, des mares et les cortèges associés. Et il est envisagé, enfin il n'est même pas envisagé, il est prévu donc un passage au CRSPN en juillet 2025 pour une validation du plan de gestion. Alors, nous avons une question, Monsieur Rowe, si vous êtes d'accord, Marine, pour répondre. Aucun problème, de toute façon, on est arrivé sur les questions. Merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Donc Mathias Rowe, Heidelberg Materials, j'ai vu que vous faisiez de la taille des haies en arbre tétard. C'est des choses qu'on essaie de faire sur un certain nombre de nos sites et pour lesquelles on a souvent du mal à trouver des opérateurs qui savent faire ou qui veulent faire. À qui vous avez fait appel pour cette gestion en tétard? Et question subsidiaire de simple curiosité, 9 espèces d'amphibiens, c'est beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire desquels il s'agit, s'il vous plaît? Merci d'avance. Nathan, peut-être pour les espèces d'amphibiens. Oui, pour les espèces d'amphibiens, on a alors les 9, alors que je ne me trompe pas, mais on a crapaud commun, enfin crapaud épineux, crapaud calamite, triton marbré, triton crété, triton palmé, grenouille verte, rainette verte. On est à combien? On est à 7. Il doit m'en manquer un ou deux et comme ça je les ai pas, mais on est quand même sur un cortège qui est plutôt intéressant. Et puis on doit avoir aussi quelquefois de la grenouille rayeuse qui avait dû être observée. Et pour les arbres têtards, je me permets de répondre. Les premières années, on a fait appel notamment aux agriculteurs, enfin aux exploitants qui sont sur le site aussi, qui ont connaissance de pratiques de remise en tétard. Ou plus récemment, on a fait appel à une entreprise de paysagistes qui est connue, du moins qui est réputée sur le territoire pour avoir un volet un peu nature ou du moins naturel, on va dire, et qui a pu faire ces remises en tétard. Madame Guillaumard aussi a une question. Oui, bonjour à tous. Miette Guillaumard, donc réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Voilà, je me demandais, puisque je suis géologue, je me demandais comment vous aviez intégré, oui ou non, le patrimoine géologique, en tout cas le substrat, la géodiversité, dans votre plan de gestion. Alors, sur l'aspect, je laisserai peut-être le CPE ensuite compléter. Sur l'aspect substratum, on n'a pas d'action à proprement parler sur la géologie du site. Par contre, on le sait pertinemment et typiquement, on vient de le citer et je pense que pour plusieurs personnes présentes et connectées, ça a dû faire tilt. Le crapaud calamite qui est présent sur notre site est typiquement lié à l'activité carrière qui est juste à côté, qui est une espèce qui est très friande des milieux plutôt sablonneux. Et donc, sa présence peut très bien s'expliquer par le substrat géologique qui est local sur le site. Autrement, il n'y a pas d'action à proprement parler sur la géodiversité de la réserve. Et Nathan, je te laisse compléter si jamais. Non, il n'y en a pas à proprement parler.
On sait juste que les mares, par leur diversité, sont très différentes, notamment liées aux conditions du sol, avec des mares qui sont plus ou moins sableuses, plus ou moins argileuses. Donc il y avait eu une attention sur ces éléments-là, notamment par rapport à la flore. Mais il n'y a pas eu plus d'éléments, ou du moins d'action sur ces éléments-là. Voilà, Et, d'accord. Mais ceci dit, pardon, ceci dit, c'est vrai que le fonctionnement des mares, c'est en lien de façon très, très large avec les ressources en eau, la nappe, vous en avez un petit peu parlé. Hein. Mais c'est vrai que ça vaudrait au moins le coup, peut-être. Donc, je ne l'ai pas retrouvé sur le site de l'inventaire, de porter la réserve sur le site de l'inventaire du patrimoine géologique qui est en ligne sur le site du Muséum d'histoire naturelle. Voilà, je pense que ce genre de site qui a un fort intérêt bio, mais aussi géomorphologique, en lien aussi avec le substrat, et ça permettrait aussi de mettre en avant aussi le fonctionnement et la gestion aussi avec les carrières Lafarge, parce que ça, c'est quand même assez original. Ça vaudrait le coup quand même d'intégrer ce site à l'inventaire national du patrimoine géologique. Hein, si vous ne connaissez pas, il faut aller sur le site de l'INPN du muséum. Et là, vous avez patrimoine géologique et vous pouvez cliquer dessus pour vous faire une idée si vous ne connaissez pas. Et à ce moment-là, on a tous les sites qui sont répertoriés par région. Hein, c'est géré par les DREAL. Mais il me semble important que dans le cadre de votre révision du plan de gestion, de moins de prévoir ces inventaires complémentaires sur le fonctionnement de la hydrogéologique de la nappe qui alimente les mares, et puis de porter le site sur l'inventaire national. En tout cas régional pour commencer, puis national. Petit complément, dans ce sens-là, il y a eu des échelles limnigraphiques qui ont été installées il y a maintenant 1 ou 2 ans pour justement pouvoir mieux suivre ces niveaux d'eau et justement ces évolutions. Parfait, merci. Merci beaucoup pour votre conseil. Et en effet, on va regarder. Et pour compléter aussi sur ces aspects-là, donc oui, donc suivi limnimétrique de nos mares, mais aussi surtout ce qu'on peut se douter, hein, c'est que la réserve joue quand même localement, même si elle fait que 18 hectares, elle joue quand même localement le rôle un peu d'éponge en local. Et on voit si on regarde une carte hydrique, on voit très bien hydrique et hydrogéologique, on voit très bien qu'elle est une des sources qui vient alimenter aussi le lac de Grandlieu. Donc, on voit très bien que tout est connecté et dans l'écosystème tout à fait cohérent. Donc, c'est un point qui en effet passe forcément par le sol. Donc, l'intérêt géologique est à soulever. Merci pour la remarque. Très intéressante. Ouais, ça vaut le coup de le mettre en avant, de le mettre en exergue, y compris après dans les activités pédagogiques auprès des différents publics. Ça, je pense que c'est très important. Merci. Il y avait une question également dans la conversation de Monsieur Barascude. Je ne sais pas si il peut brancher son micro et directement poser sa question. Sinon, il est écrit une question sur la genèse de la réserve naturelle régionale. Est-ce que cette initiative s'insère dans une séquence éviter, réduire et compenser? Non. Voilà. Non, c'était pas dans le cadre ERC de la création de la carrière à côté. C'est une action volontaire pour appuyer notamment le fait que on savait pertinemment que sur les 18 hectares, enfin sur les parcelles à proximité de notre projet de carrière, il y avait un intérêt écologique important sur ces terrains et donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne semble pas. Donc, merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention et votre présentation vraiment très intéressante. Je propose, s'il n'y a vraiment pas d'autres questions, je vais proposer du coup aux deuxièmes intervenants de bien vouloir commencer. C'est à vous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Très bien. Ok, alors Oui. je vais essayer de partager mon écran.
pas si vous voyez mon écran. Non, pas encore. Alors, Non, en effet, pas encore. ok. Alors, je vais essayer. Voilà, c'est peut-être bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Oui. C'est bon? Ça marche. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Conservatoire des espaces naturels et plus particulièrement Gaël Guyetan, donc chargé du patrimoine géologique Hauts-de-France, pour son invitation à cet événement. Je vais essayer de faire assez rapide. On a pas mal de choses à dire et comme on fait une présentation à 3 voix, on va être assez limité. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Poncelet, je suis ingénieur environnement géologue chez STB Matériaux. Juste pour quelques éléments de contexte, ST Matériaux, c'est une société qui est basée dans les Hauts-de-France, essentiellement au Nord-Pas-de-Calais. L'activité historique, c'est vraiment l'exploitation de carrières de sable, avec aujourd'hui un nouveau regard sur nos activités, beaucoup porté sur la valorisation des matériaux issus de la déconstruction, donc tout ce qui est matériaux inertes, par le recyclage et par la requalification de friches, par friches industrielles, friches polluées, par la création d'aménagements écologiques et paysagers. Et à cela s'ajoute tout ce qui est activités connexes, de transport et de négoce. Donc, on est une entreprise avec une forte fibre environnementale. Il faut dire qu'on est des acteurs privilégiés pour ce type d'engagement, dans le sens où nous sommes gestionnaires de surfaces importantes. Nos sites font plusieurs hectares. C'est des sites qui restent naturels en grande partie, hein. C'est assez peu urbanisé, assez peu imperméabilisé. Nous avons des nécessités de remise en état et une volonté surtout d'aller au-delà de la réglementation lorsque le contexte le permet, dans le sens où voilà, on préfère, on va dire, ne pas se limiter à remettre une couche de terre et un terrain agricole. Quand le contexte le permet, on essaye d'innover et de créer des sites d'intérêt écologique, de créer ex nihilo en fait des mosaïques d'habitat naturel. Et c'est là tout l'intérêt en fait de partenariat, notamment avec le Conservatoire des espaces naturels, pour leur accompagnement en fait en tant que sachants sur ces questions et leur point de vue naturaliste, aussi bien pendant l'exploitation que après l'exploitation pour les accompagnements dans le cadre de remise en état. Donc là à droite, vous voyez juste quelques petites images qui illustrent certaines de nos actions qui seront détaillées tout à l'heure, je pense certaines. En haut à gauche, vous voyez une hirondelle de rivage qui affectionne vraiment tout particulièrement nos sites et nos frontailles. Donc on essaye de permettre un maximum leur implantation et chaque année on fait des comptages, parfois même des bagages pour vraiment faire un suivi des populations. En haut à droite, vous voyez un mât à cigogne qui a été installé sur un de nos sites carrières remis en état. Et en bas, une photo de visite scolaire qu'on fait assez régulièrement. Et là encore, est tout l'intérêt du Conservatoire des espaces naturels, cette fois plus pour leur côté pédagogique et tout le côté guide nature, enfin pas guide nature, mais animateur nature, qui sera présenté aussi tout à l'heure dans une présentation bien particulière. Alors moi, je suis géologue, donc ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est tout le côté patrimoine géologique. Donc là, vous avez une petite description de la géodiversité pour ceux qui s'intéressent. Donc la géodiversité qui fait partie du patrimoine naturel avec la biodiversité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe à promouvoir, dans le sens où c'est des mécanismes très complexes, sur des échelles de temps très grandes, difficilement perceptibles, aussi bien temporelles que spatiales, hein, on parle de millions d'années. Et en plus, la région de France, enfin, Nord-Pas-de-Calais, est assez peu sensible à la géologie, hormis tout ce qui est lié à l'histoire du charbon, dans le sens où il y a assez peu de reliefs vraiment marquants qui servent de point de repère un peu culturel dans le paysage. On n'a pas de grandes montagnes, ce genre de choses. Et c'est là où ma volonté en interne trouve un écho avec le Conservatoire des espaces naturels, qui, eux, souhaitent aussi valoriser le patrimoine géologique, mais à l'échelle régionale. Car en effet, en fait, dans la région, le sous-sol est pas visible, hormis au niveau du trait de côte, là où en fait l'érosion a fait son œuvre, et lors d'excavation. Donc vraiment, les sites carriers, c'est extrêmement important dans le sens où c'est des rares fenêtres très ponctuelles sur le sous-sol. Donc voilà, pour valoriser, enfin, c'est important pour nous de valoriser ce patrimoine géologique. Pour ma part, je participe au master à l'Université de Lille, on fait des visites de sites à différents publics. On vous présentera tout à l'heure une présentation, enfin, une visite de site avec des scolaires. Mais là, moi, en quelques secondes, je vais vous présenter un peu le diamétralement opposé au final d'un point de vue public avec des géologues. Donc c'est plutôt eux cette fois qui nous ont appris des choses. Et l'objectif, c'était de faire une visite donc géologique d'une carrière à Malincourt-Crèvecoeur-sur-Escaut, qui est pas loin de Cambrai. Donc c'est une carrière de sable qui repose directement sur la craie. Et l'objectif, c'était vraiment de faire des observations dans ces niveaux, voir l'interaction, enfin, l'interface entre les deux. Euh, donc il y avait le Conservatoire des espaces naturels, il y avait le BRGM, la Société géologique du Nord et plusieurs universités qui étaient représentées. Et alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif, mais bon, on peut voir
À droite, directement, les couches de craie, ils ne sont pas si homogènes que ça. On parle de couches, on est sur des roches sédimentaires, donc qui sont formées par accumulation successive de sédiments, et c'est pas homogène au final. Et on voit par exemple à droite une poche de dissolution, on appelle ça un karst. Alors ils sont assez petits dans nos régions, mais ils sont assez importants parce que c'est ce qui joue beaucoup sur la nappe de la craie, qui est la nappe potable. Et à gauche et tout, on voit beaucoup plus les sables qui sont pas homogènes du tout, hein. Au contraire, c'est assez graphique, hein. On voit des couches un peu plus sombres, etc. Et les yeux plus avisés verront même à l'intérieur des failles. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais ici on voit des failles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu de la tectonique. On connaît tous un peu les termes de tectonique des plaques. Là, on est sur de la microtectonique. Alors, pour les plus spécialistes, il y a encore les questions à se poser si c'est pendant le dépôt ou après le dépôt. Mais vraiment, tout l'intérêt de ce type de journée, en fait, c'est vraiment de faire des observations, de discuter et de surtout les garder en mémoire, parce que l'intérêt de nos sites, c'est que les sites, la progression du frontail avance. Donc, on met au jour de nouveaux éléments qui vont disparaître, donc il faut aussi les garder en mémoire. Et c'est ce qu'on a fait à la suite de cette visite, notamment avec la création, on en parlait tout à l'heure, d'une fiche d'inventaire au patrimoine géologique régional, puis ça va passer en national bientôt, il me semble. Et la déclinaison Hauts-de-France, c'est justement le conservatoire des espaces naturels qui gère ce type qui gère ces démarches. Donc voilà, moi j'arrive à la fin de ma petite partie sur plus la géologie. Là, on va vous parler juste après des actions plus en lien avec la faune et la flore. Voilà. Alors, je vais prendre la main. Ouais, Mathieu, peut-être tu peux continuer à faire défiler les diapos, Ouais, non? c'est ce que j'allais demander. Donc, tu me dis au final. Merci beaucoup. Vincent, merci du Conservatoire d'Espaces Naturels. Bonjour à tous. Effectivement, notre partenariat avec STB, il porte sur l'ensemble du patrimoine naturel. On a trouvé vraiment Voilà, l'idée, c'est vraiment de mieux connaître la biodiversité, le patrimoine, pour essayer de mieux le prendre en compte et faire en sorte que aussi STB ait le moins d'impact possible sur son activité économique. On a trouvé vraiment chez ces carriers des gens intéressés et passionnés par le patrimoine sur lequel s'appuie leur activité économique. Donc, c'est un plaisir de travailler ensemble. Je ne sais pas si au niveau du diaporama, tu peux, Mathieu, remettre les diapos? Tu les vois là? On les voit pas là? On les voit plus, non. Ah, alors attendez, je vais refaire le partage, excusez-moi. Hop. Et donc, merci, en 5-6 ans, on a vraiment expertisé quasiment l'ensemble des sites sur lesquels STB intervient. Donc là, ici, on est à Bourbourg. Bourbourg, c'est dans les Flandres, c'est dans le nord. On n'est pas très loin du littoral. C'est un site qui a été exploité dans les années 90. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'exploitation. Donc il a été renaturé dans les années 2010 et la nature s'y épanouit depuis 10-15 ans maintenant. Et on voit qu'il est vraiment coupé en trois avec une partie pente dunaire à l'ouest avec du sable humide, des étangs et des zones écorchées dans l'axe et des prairies à droite. Et on a trouvé vraiment avec le GON des espèces caractéristiques de ces trois types de milieux, avec par exemple l'Epipactis des marais à gauche, donc à l'ouest, vraiment caractéristique des milieux humides, qui est une espèce assez rare chez nous. Dans les zones écorchées, les plans d'eau du centre, on trouve des oiseaux, et notamment le trachémoteux, qui est vraiment une espèce qui aime bien ces espaces un petit peu rocailleux, un petit peu mis à nu. Et puis à droite, on ne citait qu'une espèce, on a par exemple le tarier pâtre, qui chez nous donc est assez commun, mais quasi menacé quand même, une espèce prairiale. Donc ce genre de diagnostic permet de dire à STB, bah voilà, aujourd'hui il y a trois options qui sont prises sur ce terrain. Les trois enjeux, les trois types de secteurs ont leur intérêt et continuer comme ça, continuons ensemble à gérer de la manière dont c'est fait aujourd'hui. Les trois espaces avec leurs trois typologies présentent un intérêt pour la faune et la flore. Sur la diapo suivante, ici, on a Vitry-en-Artois, donc on est dans le Pas-de-Calais. On est aussi sur une sablière donc on s'occupe de la partie plutôt délaissée, hein, qui aujourd'hui n'est plus en activité. Pareil, donc on a pu réaliser sur ces 3 hectares des diagnostics qui ont révélé la présence de nombreuses espèces dont certaines, vous voyez certaines en photo. Et de la même manière, on voit l'intérêt de chaque type de milieu présent sur cette sablière, puisqu'on a par exemple le Syrinx du Tilleul qui est un papillon de nuit, un hétérocère qui, comme son nom l'indique un peu, est vraiment inféodé au milieu très boisé. Donc on préconise sur la zone qui est marron sur la carte de maintenir les boisements, de les laisser vieillir pour vraiment qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel écologique.
Et puis sur les zones plus ouvertes, on a des zones un peu fleuries avec des papillons. Et on a aussi par exemple la présence d'un criquet qui est le dipode turquoise, qui est un gros criquet avec les ailes bleues, qui est facilement reconnaissable et qui est très intéressant, et qui lui aime bien les zones très ouvertes et voilà, très mises à nu, un peu comme le lézard du muraille. Ce sont des espèces qui sont thermophiles. Et donc là, par exemple, sur ces espaces qui sont plus assurés de noir, on préconise de continuer finalement à intervenir, à l'inverse de ce qu'on préconise sur le boisement, pour continuer à avoir des espaces ouverts, voire même des zones à nu de sable pour ces espèces-là qui ont besoin de chaleur, qui ont besoin d'être directement exposées à la lumière et à la chaleur. Sur le site suivant, à Évin-Malmaison, donc l'optique là est un petit peu différente. Évin-Malmaison, c'est au cœur du bassin minier, hein, ça fait un petit peu moins rêver en termes d'ambition qu'on peut se donner sur ce genre de site avec STB. On est vraiment dans l'aire d'influence directe de Metal Europe. Vous en avez forcément déjà entendu parler ou que vous soyez en France. Metal Europe, ce sont des terrains qui sont très pollués. Et donc là, on est plus sur une mission de surveillance des espèces exotiques envahissantes, notamment le Buddleia, le robinet faux acacia et la renouée du Japon. Donc voilà, gérer ces espèces-là, ça coûte cher. On le sait en tant que gestionnaire d'espaces naturels, vous le savez en tant que carrier. Donc parfois on essaie de les affaiblir, parfois on essaie de les faire reculer, parfois on se contente simplement de les surveiller et de faire en sorte que leur aire d'implantation n'augmente pas. Et donc on commence par un diagnostic, regarder jusqu'où elles s'étendent et on regarde surtout si d'année en année elles ne progressent pas. Et voilà, donc c'est l'objectif commun de faire en sorte avec STB que ça ne progresse pas sur ces espèces-là. Sur le site suivant, il est intéressant parce qu'on est à l'offre et que là, l'activité se poursuit. Et donc, on est vraiment sur un travail là donc l'offre, oui, mais on est dans le Douaisis, on est dans le Nord. On est sur une carrière qui est encore en activité et donc une sablière en activité. Et donc, on propose vraiment un travail de dentelle là entre les machines, je dirais. Donc vous voyez les zones vertes, les zones oranges. Elles présentent un intérêt avec des espaces et des espèces donc des mares, des flancs de coteaux mis à nu, où on a des hirondelles de rivage, où on a beaucoup d'abeilles qui sont sur les sables. Et donc, on a des zones qui, au fur et à mesure, sont laissées plus ou moins tranquilles par STB, ou en tout cas à certaines périodes de reproduction, notamment pour les hirondelles de rivage. Donc, c'est pour illustrer aussi le fait qu'on n'est pas que sur des délaissés, on travaille aussi ensemble sur des secteurs encore en activité. Et là, on est beaucoup plus dans un travail de dentelle. Ces espèces sont réglementées, elles sont protégées pour la plupart. Et donc, c'est mieux pour l'industriel d'avoir vraiment pleinement connaissance de leur présence, de connaître leur écologie pour essayer d'adapter l'activité sans trop la perturber, mais en respectant la réglementation. C'est l'accompagnement qu'on peut fournir aussi. Et enfin, donc, on termine par le site d'Amel, on est en vallée de la Sensée, toujours dans le nord. Et c'est vraiment l'exemple le plus abouti de comment donner une seconde vie à un site industriel, puisque donc STB la termine vraiment, ils sont sur leurs dernières interventions sur cette sablière, et ça fait déjà 3-4 ans au moins qu'on réfléchit à l'avenir du site avec la commune aussi d'Amel, et le site va donc être ouvert au public, va être revalorisé et va permettre la découverte de la nature. Et donc, on a réalisé un plan de gestion complet sur ce site avec STB, avec la commune et avec l'aide de nos financeurs que sont la région et l'agence de l'eau notamment, pour essayer de vraiment trouver une seconde vie. Les habitants, sur la diapo d'après, Mathieu, s'il te plaît, les habitants sont vraiment intéressés par ce site parce que ils y ont eu très peu accès au cours des dernières années, donc ça les intrigue, c'est juste à côté de chez eux, ils n'y sont jamais allés pour la plupart. Donc, les animations grand public font le plein, les animations scolaires aussi. On va trouver une vocation agro-pastorale avec une éleveuse locale de chèvres aussi qui va profiter de la surface importante du site. Et puis, on organise des chantiers de restauration écologique avec des écoles, notamment avec le lycée de Bucquois, le lycée agricole. Donc, il y a une dimension complètement pédagogique. Donc, c'est un exemple abouti. Il y en a d'autres, mais c'est un exemple vraiment abouti de comment préparer la seconde vie d'un site d'extraction de sable quand on s'y prend quelques années à l'avance avec un industriel et les collectivités. Passe à Benoît, je pense, tout de suite. Bonjour à tous. Donc vous m'entendez, oui? Oui, c'est bon. Alors moi je me présente, je prends la suite de Vincent. Donc moi je suis animateur nature au conservatoire.
Donc, je fais beaucoup d'animations scolaires, à peu près 70 par an, sur différents thèmes. Mais là, l'idée, c'est qu'on a travaillé donc avec STB Matériaux. L'idée de l'animation, elle est venue, c'est qu'on a quand même plusieurs facteurs positifs qui s'y prêtaient. Déjà, on a une convention avec STB, donc ça, c'était bien avec les partenaires. On avait un site géologique, on avait une carrière de sable également. Et puis, des partenaires enthousiastes, Mathieu, Fadel aussi de Bobéry, Gaël aussi, qui est géologue au conservatoire. Et puis moi-même, parce que à titre personnel et professionnel, je m'intéresse par la géologie. Et cette animation n'aura pas pu se faire si le thème ne m'intéressait pas. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à titre pro et perso pour aller devant. Donc, Mathieu, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, en fait, on a défini des objectifs. Et l'objectif, c'était en fait faire découvrir une carrière de sable aux enfants parce que, comme on disait, la plupart des enfants, le sable, ils ne savent pas d'où ça vient. Mais on voulait faire ça aussi d'une manière assez pédagogique et ludique. On voulait pas leur faire un cours avec un PowerPoint de 15-20 diapos. Le but, c'est qu'ils participent. Vous voyez sur les parties droites différentes photos qu'on a prises où les enfants vraiment sont actifs. Et la question, c'était aussi d'où vient le sable. Parce que pour la plupart des enfants, le sable, ça vient, excusez-moi du terme, Leroy Merlin, Bricomarché, la plage ou la mer. La mer et puis le désert. Et ça, ils ne comprenaient pas, c'est que un grain de sable, ça met quelques temps avant d'arriver, avant l'extraction. Et comprendre également le phénomène des roches, donc avec différents outils pédagogiques que j'ai créés moi-même. Donc, cette animation est partie d'une feuille blanche, hein. C'était un peu la première, donc on ne savait pas trop où on allait. Et puis, on a eu la chance aussi au conservatoire d'avoir une loupe binoculaire et on a fait observer aussi un grain de sable à la loupe binoculaire. Ce qui était intéressant parce que pour eux, le sable, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et alors, grossi, on va aller voir tout à l'heure. Si Mathieu, tu peux passer la diapo suivante. Donc, par contre, on avait comme des contraintes, hein. Une animation, on a quand même des contraintes, c'est que ça se fait sur 2 heures, 2h30 maximum. On était contraint par le phénomène du bus aussi bien à l'aller qu'au retour. On faisait ça dehors, donc absence de plan B. Donc, il fallait qu'il fasse beau, qu'il pleuve pas. Je pense qu'on a eu de la chance ce jour-là. C'est pas le gros soleil, mais on n'a pas eu de pluie. Et il fallait que les élèves soient acteurs du projet, participent au projet exactement, et aussi varier les approches pédagogiques, aussi bien les approches ludiques, l'approche scientifique, l'approche artistique, hein. On a fait aussi deux, trois séances sur les expressions qui sont liées à la géologie. Et aussi la contrainte, c'était une première fois que je faisais une animation scolaire 100% géologie en scolaire, donc c'était beaucoup de travail. Et on avait aussi également un autre souci qu'on voulait absolument régler, c'est qu'on avait un élève en fauteuil roulant. Et pour moi, c'était primordial qu'il participe à l'animation. Donc, on a pu répondre à ces contraintes, hein, voilà. Mathieu, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Après, donc, les résultats de l'animation, on a quand même des élèves actifs, hein. La plupart des élèves sont quand même étaient enthousiastes. Comment dire, ils sont vraiment ils étaient bien actifs. On a une bonne compréhension de l'histoire du sable. Là, et je pense qu'ils ont bien compris que le sable, ça met quelques temps avant d'être extrait. Et cette animation aussi, en amont, on ne l'a pas dit, mais on l'a fait aussi avec l'enseignante. On a eu quelques retours avec l'enseignante, aussi bien en amont qu'en aval. Et en fait, les retours étaient très très bons. La preuve, c'est que on les reprogramme en 2025, hein. Donc, ces animations seront faites en 2025. Voilà en quelques minutes ce que j'ai pu dire. Donc, vous voyez sur la photo de droite, le simple, alors c'est pas un microscope, hein, c'est une loupe binoculaire. Et vous voyez également l'installation donc avec l'ordinateur, la loupe binoculaire. Et je vous cache pas, on n'a pas prié, parce que j'aime pas ce terme-là, on a espéré qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu, parce qu'on a comme du matériel assez qui n'aime pas trop l'humidité, on va dire. Voilà. Je sais pas, Mathieu, si tu veux en rajouter, non? Toi qui étais présent. Non, je pense que on a bien tout abordé. C'est vrai que c'était un vrai challenge pour ce que je disais, hein, la géologie, c'est pas simple, même pour des adultes. Alors pour des enfants, c'était vraiment particulier. C'était toute la difficulté d'avoir une approche pédagogique et puis qui s'amusent au final, parce que effectivement, juste faire un cours, c'est compliqué. Et là, l'intérêt, c'est qu'ils ont manipulé. On leur a dit de faire, on leur avait fourni des tas de sable. On leur a dit, bah voilà, faites votre propre chenal, on va faire écouler de l'eau. On leur a expliqué un peu ce genre de choses avec des boulettes, un peu d'argile pour montrer l'érosion, ce genre de choses. Donc, c'est que voilà, c'était vraiment intéressant dans le sens où ils étaient actifs et puis ils étaient vraiment intéressés. Il y en avait certains qui avaient des connaissances même très poussées, qui nous a surpris.
avec des questions même parfois un peu pourtant. Le niveau, je sais plus, c'était des CE1, je C'est crois. CM1, CM2. Hein. CM1, CM2. Mais on voyait Donc, pas la différence entre les deux. Hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, enfin voilà, c'était une très bonne animation et qui va être reconduite et qui, je pense, va être améliorée d'année en année pour, pour Ah, l'améliorer, tout simplement. Comme c'était une première, on a pris les côtés négatifs qu'il faudra améliorer. De toute façon, on travaillera ça avec Fadel et puis avec Mathieu pour 2025. Le côté positif, on va les garder. Et c'est une animation, je pense qu'on pourra reconduire, pourquoi pas sur d'autres sites également. Voilà. Alors, bon, j'ai coupé le partage parce que je vois plus les écrans sinon. Voilà. Hop. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des questions ou pas. Oui, la première main levée, c'est Madame Guillaumard. Oui, bonjour. Je trouve que c'était excellent. Hein. Franchement, c'est magnifique d'avoir à la fois de la géologie, de la bio. Voilà, moi j'adore. Mais du coup, je me demandais pourquoi avoir fait une prestation pédagogique uniquement en géologie. Parce que bon, moi j'aime bien parler de la nature. Donc, peut-être Non. faire ce lien avec les scolaires, à la fois bio, géo, ça permettrait aussi de motiver d'autres classes. En fait, là, aux petits sur la nature de façon large et holistique. En fait, là, on va dire, faut voir la chose de l'autre côté, c'est-à-dire que jusqu'ici, on a fait 100% de faune flore et on s'est dit, on va changer de cap totalement et tenter 100% géologie. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est souvent les mêmes écoles qui viennent. Et l'intérêt qu'il y a là, normalement, c'est qu'on va avoir les mêmes élèves une année sur l'autre, mais qui vont faire des thèmes différents. C'est-à-dire que faudra voir si ça se goupille bien comme ça dans le temps, mais que, on va dire, les CE1, CE2, ils vont faire faune flore et l'année d'après, ils vont revenir et ils vont voir une autre chose. Parce qu'on est assez limité dans le temps aussi, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et que si on fait juste un petit peu de tout, en fait, on a peur aussi de se disperser et de plus avancer sur grand-chose. Mais de toute manière générale, le côté faune flore aussi, on le fait beaucoup en porte ouverte aussi avec les parents, etc. Donc, oui, normalement, on va dire sur le cursus de leur scolarité, ils devront voir les deux parties. Et puis là, c'était vraiment une partie, c'était vraiment un test, hein, c'était la première. Et il faudra voir les années d'après pour améliorer effectivement et faire le lien, effectivement. Le lien géologie, biodiversité est encore assez peu est assez peu logique, on va dire, pour le grand public. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dissocié encore aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut lier les deux, parce qu'ils sont étroitement liés. Alors, parler de la nature. En tout cas, bravo, merci beaucoup. Pour info, je reprends pour répondre à madame, c'est que la classe qui a fait la carrière de sable, la géologie sur le sable, l'année prochaine, elle va faire la faune et flore de la carrière. Comme disait Mathieu, en 2 heures, 2 heures et demie, c'est très court, on ne peut pas tout voir. C'est pour ça qu'on a ciblé une partie. Et en plus, c'est vrai qu'on voulait aussi, nous, en tant qu'animateurs, changer sur des thèmes nouveaux. C'est quand même quelquefois, c'est un challenge aussi. Et là, tout s'y prêtait. Donc, et on a une autre classe qui va vraiment découvrir l'histoire du sable. Et comme disait Mathieu, ainsi de suite, d'année en année. Il faudra 2 jours ou une journée complète pour faire toute la carrière. Un élève n'est pas apte à faire une journée d'animation complète. En tout cas, merci beaucoup. Bravo. J'espère avoir répondu à votre question. Tout à fait. Merci. Merci. La deuxième question, c'est Monsieur Frédéric Dudilot. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. C'est vrai que la problématique, la question pédagogie est très compliquée, parce qu'effectivement, dans la filière, il faut vraiment avoir des bons contacts avec des enseignants qui arrivent à faire le lien entre les programmes d'enseignement et les sujets industriels. Moi, sur un autre domaine, je voulais savoir si les réalisations qui ont été faites étaient déjà intégrées dans les projets de réaménagement, ou dès l'origine, ou ça a nécessité des modifications des conditions de réaménagement pour l'adapter à votre projet. Et si c'est dans ce cas-là, est-ce que ça a été facile en termes de dossier, modification des conditions, relation avec les services de l'État, qui on voit bien sur le terrain, c'est pas tout le temps évident de faire changer la destination d'un réaménagement. Voilà, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Alors, l'exemple parfait, c'est l'exemple d'Amel qui avait été présenté tout à l'heure. À la base, c'était juste rendre un terrain agricole et forestier. Et à la suite d'un passage d'un naturaliste qui s'est rendu compte de la présence d'importantes colonies d'abeilles,
Il y a eu justement une grosse remise en question, c'est dans les années 2010-2012. Donc aussi à une époque où les questions environnementales n'étaient pas aussi poussées dans l'industrie aussi, hein, faut le dire. Donc il y a eu des discussions avec toutes les parties prenantes, notamment les services de l'État, pour modifier la remise en état. Et notamment, l'avantage aussi, c'est effectivement toutes les associations, enfin, le CN, etc., le groupement d'idéologie du Nord qui appuie pour dire effectivement il y a un intérêt et qui accompagne. Mais non, effectivement, c'est un combat de longue haleine qui, qui est pas simple, même pour faire des modifications pour la faune et la flore. C'est très compliqué de faire de l'administratif, en fait, là, clairement, parce que on modifie totalement les conditions de remise en état, ce genre de choses. Donc, non, non, c'est vraiment pas quelque chose de facile, et c'est pour ça, nous, en tant qu'industriels, seuls, on ne pourrait pas, hein, clairement. Il faut l'appui de naturalistes en dehors pour appuyer vraiment ce genre d'action, en fait. Alors, il y a deux questions, une qui se trouve dans notre chat, mais d'abord la personne qui a la main levée, donc Charles Lemaître. Oui, bonjour. Bonjour. C'était très intéressant, d'autant plus que vous avez décrit trois zones sur lesquelles vous intervenez, et notamment, moi, je voulais me concentrer sur la zone carrière active. Je voulais savoir, par rapport à la réglementation, les espèces protégées, je voulais savoir si les actions étaient sous couvert d'une dérogation espèces protégées, si ça avait été nécessaire et comment est-ce que ça s'était passé. Alors, aujourd'hui, sur nos sites, sur les sites, les zones en activité, ils sont assez peu limités en zone de surface. La seule vraiment faune-flore qu'on trouve, c'est les hirondelles de rivage. Donc, sur ça, il y a une action, alors je ne sais pas si c'est au niveau régional ou même national. C'est tout simplement on les laisse tranquilles, on n'y touche pas, on gèle la zone, et c'est en dehors d'action, en tout cas de zone protégée, à l'heure actuelle, en tout cas, d'après ce que je sais. Car il y a au niveau, d'après ce que j'ai entendu, au niveau régional, tout le monde est OK pour dire s'il n'y a pas la carrière, il n'y a pas le sable, il n'y a pas les hirondelles. Et donc, il y a des carriers, hein, clairement, qui prennent le parti pris de ne pas s'embêter et d'empêcher leur venue, ce qui n'est pas notre cas à nous. Alors, on sait qu'elles vont venir chaque année, on leur alloue une zone où c'est qu'elles viennent préférentiellement. Les gars sur site, les opérateurs sont au courant. Donc dès qu'ils arrivent, elles nous préviennent, on gèle la zone, et après, dès qu'elles repartent, on continue l'extraction. Ce qui est aussi important de noter, c'est qu'on s'est rendu compte sur des carrières qu'on a arrêté l'exploitation, qu'on a laissé des frontailles, les frontailles sont abandonnées et ne viennent plus au bout de 2-3 ans. Les hirondelles ne viennent plus. Donc en fait, il y a vraiment ici des échanges en tout cas de notre part, entre nous, les naturalistes et l'administration, pour dire euh, on fait les choses correctement pour que ça roule, en fait, tout simplement. Je sais pas si Vincent il pourra compléter, si j'ai tout dit, peut-être. Non, bah, tu as tout dit. Ces espèces-là, c'est ce qui est paradoxal. Enfin, il y en a d'autres hein, sur le littoral du Cylindre couché ou autres qui sont vraiment des espèces. Là, on est plus sur la flore, des espèces pionnières et qui sont là parce que les engins passent finalement. Et effectivement, tu as raison, ces espèces ne sont plus là à 4-5 ans après la fin de l'exploitation. Donc il faut être agile par rapport à ça, faut être moi je suis assez d'accord avec toi, hein. Il faut savoir les préserver pendant les périodes les plus sensibles et puis se dire aussi que bah, elle serait pas là si le carrier n'était pas là. Donc nous on prône une vision dynamique de la gestion de la nature. Ouais, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que nos deux carrières, Amel et Vitry, sont vraiment pas très loin l'une de l'autre. Celle d'Amel a fermé et en fait la population a chuté drastiquement, même en maintenant les frontails qui sont très longs, hein, plusieurs centaines de mètres sur une zone. Elle a chuté drastiquement parce que les frontails ne sont plus renouvelés et paradoxalement, la population a énormément grandi sur la carrière de Vitry en Artois qui est à quelques kilomètres. Donc on voit vraiment qu'en fait, on a eu vraiment, en faisant ce suivi et ce bagage, il y a vraiment des interactions entre nos sites et que leur présence est intimement liée à notre activité. Donc c'est ça qui était très intéressant, l'intérêt de ces suivis en fait annuels. Et finalement, pour aller au bout de la démarche, on se pose la question de ce qu'on fait après le départ du carré. Est-ce qu'on continue à intervenir fortement sur ces milieux-là pour les garder écorchés et conserver ces espèces-là?
ça a un intérêt, mais c'est des moyens de gestion importants. Ou est-ce qu'on laisse plus librement évoluer le milieu, ou est-ce qu'on passe sur des agrosystèmes? Et souvent, c'est l'option qui est choisie. On passe sur des agrosystèmes avec des partenariats agricoles et on a d'autres cortèges d'espèces, mais en fait, gérer, c'est choisir finalement. Et vous êtes des gestionnaires d'espaces naturels au final dans ces espaces-là. Ok, merci. Merci. Donc la question qui est dans le chat, et donc je vais proposer à Monsieur Bourron du Seine-Savoie peut-être de prendre la parole, ou sinon je vais lire sa question. J'ai l'impression qu'il peut peut-être pas forcément. Donc il indique, désolé pour cette question hors sujet en cours, mais le Seine-Savoie mène avec la société CMCA une expérience de récréation de pelouse sèche sur une zone désaffectée de carrière en roche massive. Le principe étant de déplacer les sols et la banque de graines du secteur d'extension future sur les secteurs déjà exploités et à réhabiliter. Nous n'avons pas trouvé d'expérience antérieure dans ce contexte de roche massive. Est-ce que certains participants à ce webinaire auraient connaissance de ce type de projet? Merci. Apparemment. Quelqu'un. Allez, voilà. Nous avons aussi la réserve naturelle ramière. Peut-être si la personne veut ouvrir son micro pour poser sa question. Sinon, après le départ des carriers, quelle piste de financement pour poursuivre la gestion des sites? Merci. Effectivement, nous, en tant que conservatoire d'espaces naturels, on a à peu près 80 financeurs différents chaque année. Mais nos financeurs principaux, c'est clairement la région Hauts-de-France et l'agence de l'eau Artois-Picardie. Bien que ce soit des milieux secs, hein, l'agence de l'eau intervient aussi sur les milieux, enfin secs ou en grande partie secs. L'agence de l'eau intervient aussi sur les milieux secs. Quand il faut faire un gros programme de clôture, par exemple, si on veut restaurer des agrosystèmes extensifs, on fait appel au FEDER, à l'Europe. Donc voilà, pour n'en citer que trois, ce serait ces trois-là. On repasse sur un système de subvention publique. On essaye de pas trop cumuler les deux, c'est-à-dire que tant que c'est en activité, on travaille avec l'industriel, on essaie de se concentrer sur le financement du partenaire. Et puis une fois qu'il commence à se désengager, ben, on repasse sur un système classique pour les conservateurs d'espaces naturels de subvention publique. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si. Monsieur Boulet, Oui, la bonjour, parole est à vous. vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors c'est super intéressant et du coup, par rapport à ce que disait Mathieu, moi j'avais une question sur la remise en état, parce qu'on a peut-être un site qui pourrait faire l'objet d'une réserve naturelle nationale, mais donc ça fait 10 ans que l'exploitation est terminée. C'est une carrière qui appartenait à Saint-Georges-Granulat. Aujourd'hui, il y a le Conservatoire d'espaces naturels non loin qui possède déjà un site, et on souhaiterait peut-être qu'il étende un peu si j'ose dire, sa zone d'influence, sachant que le carrier est plutôt ouvert à une gestion en fait en faveur du patrimoine naturel. En revanche, le mémoire technique et l'arrêté de remise en état est déjà ficelé depuis pas mal d'années. Donc je me demandais s'il y a des restaurations de la part d'une association, des interventions sur le milieu qui diffère un peu de ce qui avait été indiqué dans l'arrêté. Ça veut dire qu'il faut effectivement refaire toute la démarche de remise en état en termes de rédaction, ou est-ce que, comme c'est déjà fini, ça peut être un peu plus simple? Je ne sais pas trop. Là, bah, voilà, on est vraiment 100% sur de l'administratif un peu, donc c'est là qui est compliqué, où on va dire la réalité du terrain rencontre parfois la rigueur administrative. Donc effectivement, là, je pourrais pas trop dire, c'est un peu aussi au cas par cas selon le sujet, j'ai envie de dire. Après, si tous les partenaires sont OK dedans, pourquoi pas? Mais nous, on le voit aussi, hein, sur le site d'Amel où tous les partenaires étaient OK et la lourdeur administrative pour suivre derrière, enfin, pour modifier les choses, Ouais. ralentissait énormément. Et pour tout dire, au final, le site devrait déjà être fini aujourd'hui, mais a tardé parce qu'il y avait des questions réglementaires à régler, en fait, tout simplement. Donc sur ça, malheureusement,
nous, en tant que carrier, on souhaiterait que ce soit même plus simple. Enfin, quand tout le monde est d'accord, on va dire que ça aille vite, Mm. mais c'est on va dire, rarement le cas, j'ai l'impression. Voilà. Donc oui, il faut se rapprocher sûrement des collègues à chaque fois au niveau départemental, des unités qui s'occupent de tout ce qui est... Je pense que oui, ouais. le but, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour en discuter. Alors, hein, souvent, c'est ce qui est le plus rapide à faire, hein, et Ouais. pour avancer, hein, que toutes les questions soient résolues. Et puis, mais pour moi, ça passe systématiquement par des demandes réglementaires et des modifications à ce niveau-là, administratif. D'accord, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne me semble pas. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Du coup, je vais inviter les troisièmes intervenants à présenter voilà, leur projet. Bonjour à tous, je partage le diaporama. C'est bon, c'est parfait. C'est bon, ça marche? Tout à fait. Bonjour à tous, Mathilde Bonnet, chargée de mission air protégée à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. On intervient aujourd'hui avec Didier Poncet pour vous présenter le projet de création de RNN qui est en cours sur le territoire nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une réserve géologique, la réserve géologique du Haut-Poitou. Et je vais laisser Didier commencer pour présenter les enjeux de cette réserve. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, je me présente. Je suis conservateur de la réserve naturelle du Toarcien, qui est située dans le nord du département des Deux-Sèvres. Et par ailleurs, je coordonne l'inventaire national du patrimoine géologique pour l'ex-région Poitou-Charentes. Et dans le cadre du projet qui va vous être présenté, j'ai contribué à la rédaction du diagnostic scientifique et socio-économique dont on avait besoin donc pour l'avant-projet. Je te laisse passer les diapositives. Alors d'abord, on va localiser le projet. Pardon. Donc cette réserve naturelle, elle est située ou elle couvre une partie du Haut-Poitou. Et le Haut-Poitou, ça correspond peu ou prou à la réunion de deux départements, le département des Deux-Sèvres et le département de la Vienne. Alors cette région, ce territoire, il occupe une position particulière, je dirais même une position privilégiée quand on est géologue, parce qu'on est aux confins de plusieurs grands domaines que vous voyez sur la carte géologique simplifiée. Donc au nord-est, le bassin parisien, au sud-ouest, le bassin aquitain, qui sont deux anciens domaines de sédimentation marine durant le Mésocénozoïque, et domaines qui communiquaient par l'intermédiaire du seuil du Poitou. Et puis vous avez au nord-ouest le massif armoricain et au sud-est le massif central, donc des deux domaines qui sont plutôt caractérisés par des roches de type granitoïde ou roches métamorphiques et qui correspondent donc à ce qui reste d'anciens orogènes. Et donc finalement, on a ici dans le Haut-Poitou ce qu'on appelle un socle. Là, en l'occurrence, c'est le socle Cadomont-Varisque et une couverture sédimentaire. Et donc finalement, on a enregistré dans le sous-sol du Haut-Poitou une très longue histoire géologique durant laquelle se sont succédés divers événements, orogenèse, c'est-à-dire formation d'une chaîne de montagnes, des épisodes marins, mais aussi des épisodes d'évolution continentale, où les terrains étaient exondés, et on a même des épisodes glaciaires au Quaternaire. Diapositive suivante. Alors, le projet de réserve naturelle nationale
poursuit, ou en tout cas a été bâti avec deux objectifs, en suivant deux objectifs. Le premier objectif, c'était de pouvoir illustrer les principales étapes de l'histoire géologique régionale. Alors là, encore une fois, conserver les témoins de cette histoire. Je rappelle que l'histoire géologique régionale, elle s'enracine à peu près à la fin du Prétérozoïque supérieur, c'est-à-dire il y a à peu près 600 millions d'années, et qu'on a des témoins jusqu'au Quaternaire avec les derniers épisodes glaciaires. Donc des événements extrêmement variés, mais aussi des formations géologiques variées, donc des roches métamorphiques, des granitoïdes, des roches sédimentaires d'origine marine ou d'origine continentale, et aussi des structures qu'elles soient sédimentaires ou qu'elles soient d'origine tectonique, comme des failles, des zones de cisaillement ou des plis. Et le deuxième objectif, c'était de mettre en lumière le Jurassique, donc qui est une période d'environ 45 à 50 millions d'années, qui est particulièrement bien représentée dans le Haut-Poitou. Et d'ailleurs, les séries sédimentaires marines du Poitou sont très réputées depuis plus d'un siècle. Et l'intérêt d'illustrer en particulier le Jurassique, c'est que au Jurassique, on a dans la région plusieurs domaines paléogéographiques, donc les dolmens Pictave, Vendéen, Atlantique, c'est-à-dire des zones qui sont caractérisées par une dynamique sédimentaire particulière. Et tout ça a donné naissance à des paléo-environnements marins extrêmement variés dans lesquels vivaient donc des faunes adaptées. Diapositive suivante. Alors finalement, dans le Haut-Poitou, dont la recherche académique dans le Haut-Poitou, elle a débuté vers 1890, donc depuis plus d'un siècle, un grand nombre de sites ont été étudiés en détail, donc on a une littérature scientifique extrêmement importante qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que certains sites sont des références à l'échelle nationale ou internationale. On a des sites qui sont rares ou uniques à l'échelle régionale. On a des gisements fossilifères. Et tous ces sites connus depuis fort longtemps, bon, ils sont en particulier décrits dans le guide géologique régional Poitou-Vendée-Charente, donc qui est un outil très utilisé par les enseignants, par les géologues, pour mieux connaître le Haut-Poitou. Diapositive suivante. Alors pour constituer cette future réserve naturelle nationale, on s'est appuyé bien sûr sur les connaissances diffusées au travers du guide que j'évoquais, mais des inventaires ont été réalisés dès la fin des années 90, donc un inventaire régional du géopatrimoine. Ça a été complété en 2011 par la SCAP et le volet géodiversité de la SCAP. Et enfin, à partir de 2017, avec la mise en œuvre de l'inventaire national du patrimoine géologique en Poitou-Charentes, qui permet d'évaluer la valeur patrimoniale des sites qui sont listés dans cet inventaire. Et donc, à partir de ces inventaires, donc il y a 16 sites qui ont été sélectionnés, répartis sur les deux départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Alors, je dis 16 parce qu'on a d'emblée, dans notre réflexion, intégré la réserve naturelle du Toarcien qui avait été créée en 1987. Diapositive suivante. Alors, les sites qui ont été sélectionnés à partir de l'INPG sont des sites 2 étoiles ou 3 étoiles. C'est des sites dont les valeurs patrimoniales sont comprises entre 21 et 48. Et tous ces sites sont des anciennes carrières à ciel ouvert ou souterraines, qui ne sont plus en exploitation, parfois depuis plusieurs décennies. Alors, deux d'entre elles sont ouvertes dans le socle et uniquement dans le socle. Il y a 2 sites qui concernent le socle et la couverture. Et là, en l'occurrence, ce que l'on peut observer, c'est une discordance stratigraphique. Et vous avez un exemplaire qui vous est présenté là sur cette diapositive, sur la carrière de Ricou,
où on a le repos d'une couverture sédimentaire, donc du Jurassique inférieur, sur un socle métamorphique représenté par du Cambrien. Et puis enfin, 12 sites concernent la couverture et 11 spécifiquement le Jurassique. Dans le cadre de la réflexion qui a été menée, on a pris en compte d'emblée le volet biodiversité, c'est-à-dire que les habitats, la faune et la flore qui pouvaient revêtir un intérêt patrimonial ont été pris en compte et nous ont permis d'ailleurs de mieux délimiter les sites qui seraient soumis à une protection réglementaire. Et au total, donc, les 16 sites couvrent environ 142 hectares. Diapositive suivante. Alors, ce qui est intéressant aussi, et chose à laquelle on a bien veillé, c'est que ces 16 sites montrent finalement des ressources minérales extrêmement variées. Donc des argiles, des sables, des graviers, différentes variétés de calcaire, etc., etc. Et tout ça, ça nous a paru extrêmement intéressant parce que, comme je le disais, hein, tous les sites sont des carrières, d'anciennes carrières à ciel ouvert et souterraines. Et en fait, dans le Haut-Poitou, où la topographie où le relief est très très peu marqué, eh bien, les carrières sont évidemment l'opportunité de pouvoir explorer la troisième dimension. Et qui dit ressources minérales variées, dit évidemment produits finis variés, transformation par des techniques particulières. Alors ça concerne bien sûr des techniques qui peuvent être anciennes, mais ces matériaux sont parfois encore exploités, et notamment certaines pierres de taille poitevine sont très réputées, comme la pierre de Lavoux, la pierre de Chauvigny ou la pierre de Minier. Diapositive suivante. Alors, deux exemples pour illustrer les sites qui ont été sélectionnés. Alors, un site dans le socle, c'est la carrière du Breuil, dans le département des Deux-Sèvres. Alors là, on est dans des dépôts du Cambrien supérieur, donc des quartzarénites, c'est-à-dire d'anciens dépôts détritiques à dominante sableuse, qui sont déposés sur une plateforme peu profonde, qui ont été métamorphisés et déformés lors de l'orogenèse varisque. Et vous avez sur la diapositive, la photo de droite, l'illustration d'un de ces grands plis qui déforment ces quartzarénites. Diapositive suivante. Et puis pour la couverture, donc un site qui illustre les épisodes du Quaternaire, donc à une époque où le nord de l'Europe était couvert par un inlandsis, donc le Haut-Poitou bénéficiait d'un climat de type périglaciaire, et on a donc dans la carrière de la Grataigne des dépôts qui se succèdent avec des alluvions, du Risse, des paléosols, puisqu'on a des épisodes interglaciaires plus doux, donc qui permettent l'installation de sol avec une végétation, et puis des coulées de solifluxion. Diapositive suivante. Alors, je disais que le Jurassique était particulièrement bien représenté. Alors, vous avez ici un petit tableau qui vous donne sur la gauche, la succession des étages qui constituent le Jurassique. Hein. Donc, le Jurassique, c'est 11 étages. Dans le Haut-Poitou, 10 étages ont été reconnus et la future réserve naturelle va décrire 9 de ces étages, hein, donc de l'étangien jusqu'à l'oxfordien. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les sites qui ont été sélectionnés vont permettre de couvrir donc cette longue période, pratiquement la totalité de cette longue période, mais il y a certains sites qui vont être complémentaires les uns des autres. Alors notamment, c'est le cas pour le Calovien, qui est un étage qui a été particulièrement étudié dans le Haut-Poitou par un enseignant-chercheur de l'Université de Poitiers qui s'appelait Élie Cariou. Et en fait, du sud-ouest vers le nord-est, on va recouper plusieurs domaines paléogéographiques, et donc tous les sites qui concernent le Calovien vont être complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'illustrer des environnements extrêmement différents les uns des autres. Et puis vous avez aussi des sites qui vont nous permettre de mieux comprendre, mieux connaître la base du Jurassique inférieur qu'on appelle le Lias, avec les sites de Saint-Cloud, de la Balaiserie et de Ricou. C'est-à-dire que ces trois sites, indépendamment les uns des autres,
exposent du lias, mais ne permettent pas de comprendre cette période si on les prend individuellement. Alors que quand on les réunit, on a une très belle lecture de ce qu'on appelle le lias. Et puis vous avez un site qui est le site de Saint-Cloud, qui lui est particulièrement remarquable puisqu'il expose une coupe qui montre des dépôts qui vont de l'étangien au bajocien, c'est-à-dire pratiquement 30 millions d'années d'histoire sédimentaire. Diapositive suivante. Alors voilà une illustration pour le calvien du Seuil du Poitou avec 2 sites. Vous avez en haut la carrière du Moulin à Vent dans le département des Deux-Sèvres, donc des calcaires argileux extrêmement fossilifères, caractérisés par la présence d'une faune d'ammonite diversifiée et très abondante, qui illustre donc un dépôt de bassins acéphalopodes, c'est-à-dire des milieux relativement profonds, caractérisés par des faunes pélagiques. Et puis en bas, la carrière de la Pierre Levée, dans la région de Poitiers. Là, on est sur des dépôts de plateformes carbonatées, donc des milieux moins profonds, un peu plus agités. Et là, la carrière de la Pierre Levée est très connue à l'échelle internationale pour ses faunes de crocodiles marins. Diapositive suivante. Et je laisse la parole à Mathilde. Merci Didier. Du coup, je prends la suite de la présentation pour expliquer un petit peu où on en est dans ce projet de création de la réserve naturelle du Haut-Poitou. Donc, cette première diapositive pour vous expliquer dans quel contexte se passe cette création de réserve. C'est un projet qui est assez ancien, hein, qui avait déjà été identifié dans le cadre de la SCAP, mais il avait été décidé d'attendre que l'inventaire du patrimoine géologique se mette en place dans la région avant de poursuivre. Mais le projet a été repris en 2018, pardon, dans le cadre du projet du Plan national d'action biodiversité, qui prévoyait la création de 3 nouvelles réserves en Nouvelle-Aquitaine, dont celle du Haut-Poitou. Et puis, plus récemment, en 2021, c'est la stratégie nationale des aires protégées qui a été mise en place, qui vise à renforcer le réseau d'aires protégées. Donc, il faut que 30% du territoire français soit couvert par des aires protégées, dont 10% par des zones de protection forte. Cette stratégie nationale, elle est déclinée sur les territoires régionaux à travers ce qu'on appelle des plans d'action triennaux. Ces plans d'action triennaux listent notamment les projets d'aires protégées qui doivent être mis en place ou qui sont en cours pour le premier plan d'action, pardon. Et donc, ce projet de création de la RNN a été inscrit dans le premier plan d'action territorial de la Nouvelle-Aquitaine. Pardon. Donc, pour rappel, une création de réserve naturelle, c'est un processus qui prend du temps. Donc, vous avez sur cette diapo un petit peu l'ensemble des étapes à respecter pour aboutir à la création d'une réserve. Donc, bien évidemment, la première étape, c'est de regarder sur quel périmètre d'étude, sur quelle zone on va travailler, de réaliser une étude avant-projet, j'y reviendrai juste après. Cette étude, elle doit montrer l'intérêt de classer un territoire en réserve et c'est soumis, cette étude, à validation ministérielle. Et le ministère valide l'étude avant-projet sur la base d'un avis qui est demandé au CNPN, au Conseil national de protection de la nature. Puis, si avis favorable du CNPN et du ministre, on peut poursuivre et finaliser le classement et le projet de décret. Avec une phase bien évidemment de consultation et d'enquête publique.
On refait une synthèse de cette consultation locale. On renvoie nos conclusions au ministère qui fait ses consultations interministérielles et ressollicite le CNPN sur le projet de décret tel qu'il est proposé. Et enfin, si tout se passe bien, on arrive à la signature et à la publication du décret. Donc voilà, ça, ce sont les grandes étapes de création de la RNN. On ne les a pas encore toutes passées et je vais vous dire dans la suite où on en est. Donc pour créer cette RNN, on associe bien évidemment l'ensemble des acteurs du territoire au travers différentes instances. Donc l'État, l'Adréal en association avec les DDT des 2 départements concernés par le projet de réserve pilote le projet. On se fait accompagner de Didier Poncet, ici présent en tant qu'expert géologue, mais également du SEN. Donc Didier et le SEN ont réalisé l'étude avant-projet et continuent de nous accompagner pour la deuxième phase de création, c'est-à-dire la conception du projet de décret pour la création de la RNN. Et on travaille en lien avec un comité technique qui a pour but de nous accompagner techniquement dans les différentes phases de la création de la RNN. Et puis, bien évidemment, un comité de pilotage qui réunit des représentants des usagers des sites, enfin, des usagers présents sur la RNN, les représentants de l'ensemble des collectivités également concernées, et puis traditionnellement hein, les services de l'État, et puis des experts et associations locales sur biodiversité. Donc aujourd'hui, l'étude avant-projet a été réalisée. Donc comme je le disais, c'est une étude qui permet de démontrer l'intérêt géologique et écologique du territoire visé par le projet de réserve, de réaliser une analyse des incidences générales du projet de création de réserve et puis un diagnostic socio-économique du projet. Donc, sur l'intérêt patrimonial, Didier Poncet vous a présenté l'intérêt du point de vue patrimoine géologique de créer cette réserve, du point de vue biodiversité. Les données étaient assez hétérogènes selon les 15 sites qui ont été étudiés. Mais au total, on aurait 42 habitats présents, dont 17 qui présentent une valeur patrimoniale régionale élevée à très élevée, et également 8 habitats d'intérêt communautaire. Du point de vue de la faune et la flore, on a également de nombreuses espèces qui sont présentes. Donc, cette étude scientifique, elle a été complétée d'un diagnostic socio-économique qui avait pour objectif de recenser bien évidemment l'ensemble des activités présentes sur chacun des 15 sites visés par le projet de la réserve. Alors, on met la RNN du Toarcien à part, hein, puisqu'elle a intégré le projet un petit peu plus tard. Également d'analyser voilà, l'impact de chacune de ces activités sur la réserve et également l'impact de la création de la réserve sur les activités, et puis également de voir les interactions positives ou négatives entre les activités et la préservation du patrimoine naturel, géologique et biologique. Pour réaliser ce diagnostic socio-économique, ont été organisés également sur l'ensemble des sites visés par le projet de création de réserve, des groupes de travail qui avaient pour objectif de réunir l'ensemble des personnes concernées par le projet de réserve, voilà, pour présenter bien, du coup, l'intérêt du site et puis échanger également sur les activités présentes sur le site. Donc ça, c'est juste un extrait de l'étude avant-projet et de la synthèse en fait du diagnostic socio-économique qui a été réalisé. Donc là, vous voyez sur la gauche que on a les sites qui sont cités, et puis avec à ce niveau-là, là, sur les colonnes, les activités qui ont été recensées et leur impact sur le patrimoine géologique et naturel, soit négatif, soit positif.
Donc cette étude avant-projet, elle a été réalisée entre janvier 2021 et novembre 2022. Elle a été présentée au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en décembre et l'étude a reçu un avis favorable, ce qui nous a permis de transmettre le dossier au ministère et de le présenter au CNPN au printemps 2023. Cette étude avant-projet a reçu un avis favorable à l'unanimité du CNPN. Donc, c'est assez remarquable pour le souligner. Donc, le CNPN a souligné la qualité de l'étude qui avait été réalisée et a notamment apprécié le fait que même si l'objet premier de la réserve, c'est de la préservation du patrimoine géologique, on ait bien également pris en compte la composante biodiversité dans notre étude avant-projet et qu'on concilie la préservation de l'ensemble du patrimoine de la réserve. Donc la démarche, le ministre a validé du coup la création de cette réserve. Et comme on est sur deux départements, la Vienne et les Deux-Sèvres, il a été nécessaire de désigner un préfet coordinateur pour piloter ce projet. Et donc c'est la préfète des Deux-Sèvres qui va assurer ce rôle pour la suite du projet de création de la réserve. Et donc, eh bien maintenant, on a encore un petit peu de travail à mener. Il va falloir qu'on reprenne la concertation sur les territoires, pour évoquer avec eux le projet de décret qui permettra de créer la réserve et la réglementation associée. Donc, ça se traduira comme ça a été fait pour l'étude avant-projet, notamment par l'organisation de groupes de travail sur l'ensemble des sites visés par la création de la réserve. Et aussi, on a un travail à faire pour ajuster encore certains périmètres sur les sites visés. Deuxième moitié de l'année 2025, on s'attachera de faire valider le projet de décret par le niveau national, qui est une validation à la fois technique mais également juridique, et pour entamer ensuite les consultations locales et l'enquête publique. Et on l'espère, une signature du décret d'ici fin de l'année 2026. Et puis, je terminerai sur cette diapo pour dire que au-delà effectivement du patrimoine géologique, il y a tout un enjeu de valorisation autour de l'histoire de l'exploitation des ressources du patrimoine minéral. Comme l'a expliqué Didier, on est sur des sites qui sont situés sur d'anciennes carrières à ciel ouvert et qui ont permis l'exploitation d'un large éventail de roches, de matériaux, donc voilà, argile, calcaire, sable. Et ça a permis aussi, et ça a été fait également à travers diverses techniques d'extraction et de transformation adaptées aux besoins sur chacun des sites. Et on a même des sites qui permettent de suivre l'évolution de certaines techniques au cours du temps, puisqu'ils ont exploité les mêmes matériaux, mais pas forcément de la même manière. Et puis, ça a permis d'avoir donc des produits à destination variée, voilà, de la brique, la chaux, mais également, Didier en a parlé, des pierres de taille qui sont particulièrement réputées au niveau national, mais pas que. Et donc, il y aura tout un pan lors de la mise en gestion de la réserve qui devra viser à valoriser également cette histoire de l'exploitation des ressources en lien avec le patrimoine géologique. Et j'en ai terminé avec la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et j'ai Monsieur Boulet qui a levé la main. Oui, rebonjour. Je me posais la question, est-ce qu'on a peut-être un cas identique, alors pas pour de la géologie, mais pour des chaumes
dans le centre, mais est-ce que vous considérez chaque entité comme une petite réserve ou est-ce qu'il y a aussi un travail sur le fait de relier tous ces sites ensemble pour le public? Je sais que ça ne doit pas être facile, mais il y a un projet de parcours qui est envisagé ou c'est vraiment chaque site correspond à... Enfin, chaque site a un intérêt propre et on ne les relie pas entre eux du coup? Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir une gestion des 15 sites et de les relier entre eux voilà, et d'imaginer des sentiers d'interprétation entre les 15 sites. Didier l'a présenté, hein, on a des sites qui se complètent les uns les autres et l'idée dans la valorisation derrière, c'est bien de raconter une histoire autour des 15 sites et de ne pas considérer chaque site indépendamment les uns des autres. Alors, il y a un petit défi, hein, parce que voilà, un conservateur sur 15 sites, ce ne sera pas simple, mais voilà, l'idée, elle est vraiment d'avoir une vision globale de cette réserve. Et géographiquement, ils sont assez proches du coup? Je peux remettre la carte. Je me rappelle plus, ouais, mais- On est sur 2 départements, alors hop là. Ça D'accord. couvre quand même une bonne partie voilà, des 2 départements, mais voilà, il y a un petit enjeu hein, sur le fonctionnement à imaginer de la réserve et notamment de la localisation du conservateur. D'ailleurs, est-ce qu'on en aura un? Est-ce qu'on en aura 2? Enfin voilà, je pense qu'il y a, c'est Ouais, encore à préciser. ça marche. Alors, j'ai vu qu'il y a une deuxième main levée, Madame Guillaumard. Oui, à nouveau bonjour, puis bravo pour ce site qui est très attendu dans la communauté du patrimoine géologique. Mais ça rejoint un petit peu les questions précédentes. Donc, je me demandais aussi par rapport aux gestionnaires comment ça allait se passer, s'il y en avait un qui était déjà pressenti, parce que souvent ça peut être les départements, mais là il y en a 2, donc ça va être compliqué, y compris pour une maison de la géologie. Il faudrait peut-être effectivement 2 sites un peu éclatés pour avoir du personnel réparti. Parce que, bon, pour avoir suivi, et ce n'est pas terminé, le projet de création de la réserve du Jurassique du Calvados, bon, on voit aussi que des réserves très éclatées sur des vastes territoires, ça peut être compliqué. Et un dernier point, c'était justement par rapport au territoire local. Est-ce qu'il y avait de fortes oppositions ou des oppositions un peu souterraines, je dirais, sur le projet? Non, c'est un projet qui est particulièrement attendu sur le territoire et au cours des groupes de travail qui ont été organisés localement sur chacun des sites au moment de l'étude d'avant-projet. L'accueil a été assez positif sur ce projet de réserve. Donc c'était voilà. On a encore eu un comité de pilotage hier justement là pour annoncer la suite de la création et les retours sont très positifs. Parce que par rapport donc, aux enjeux de conservation, donc, je comprends bien que c'est autour des carrières, des exploitations possibles, mais est-ce qu'il y a d'autres pressions? Quelles sont les pressions sur ces sites? Ça reste assez préservé. Alors, enfin, je laisserai peut-être Didier compléter, mais sur certains sites, on peut avoir quelques activités, notamment escalade. Alors, on va avoir la chasse à gérer, mais plus en lien, alors pas tellement en termes de risque de dégradation du patrimoine géologique, mais plus en lien avec la nécessité qu'une réserve, c'est aussi un site qui a vocation à accueillir du public. Donc, voir comment on concilie l'ensemble des usages. Voilà, mais pas de pression majeure à D'accord, mon parce sens. qu'il y avait quelques images avec de beaux fossiles, notamment des ammonites qui sont souvent très précis, des collectionneurs, des crocodiles. Donc, il n'y a pas de pression particulière sur le patrimoine paléontologique. Ouais, si, on a quelques sites où il y a eu un petit peu de pillage. Didier, je ne sais pas si tu veux compléter, notamment là sur le site où on était hier, Carrière de Molay. En 2021, il y a eu un gros événement. Globalement, les sites
fossilifères, donc c'est le Jurassique, ne sont pas soumis à des prédations particulièrement importantes. Alors c'est vrai qu'à Mollet, on a pu observer hier quelques dégradations, mais ça reste très très limité. Et globalement, je dirais que dans le Haut-Poitou, l'activité de collecte de fossiles s'est quand même très largement calmée par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans, quoi. Donc globalement, on est plutôt dans une configuration où le pillage des sites fossilifères reste limité. D'accord, parce que sinon je me disais, bon, finalement, 170 hectares et un petit peu plus, c'était pas énorme par rapport au nombre des sites envisagés. Donc je me demandais s'il y avait aussi en arrière-plan un projet de périmètre de protection autour des sites, peut-être les sites fossilifères. Voilà, parce qu'au niveau national, on se rend compte qu'il y a une montée en puissance, une réaction des groupes de collectionneurs pour continuer. Et puis, dans certains sites, ça se développe à nouveau. On reconnaît une nouvelle pression des marchands de fossiles sur certaines régions que je ne nommerai pas, que j'ai déjà nommées d'ailleurs. Non, Donc, là, il faut c'est peut-être pas. aussi là-dessus et voir comment ça se passe. A priori, là, c'est pas le cas dans le Poitou. Mais tant mieux. En tout cas, merci. Oui. Bravo pour ce projet. Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière question, parce qu'on voit l'heure tourner pour Frédéric. Oui, on peut voir un témoignage, parce qu'effectivement, nous sommes partie prenante dans ces travaux, via nos adhérents, puis je sais qu'il y avait la réunion hier, et Aline Fallouri y était. Donc c'est bon pour souligner la qualité de l'écoute et des échanges, en fait, dans ce projet. Et également pour un petit scoop également, puisque sur 2025, on va travailler pour déposer une indication géographique, notamment sur la pierre de Lavoux, voilà, sur quelques pierres qui sont inscrites dans ce périmètre. Voilà, donc il y aura aussi un autre classement à part qui est prévu pour le territoire. D'accord. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage et donc merci donc aux intervenants. C'était une présentation vraiment très intéressante. Vu l'heure, je vous propose de conclure, sauf s'il y a vraiment une éventuelle dernière question. Alors, éventuellement, ouais, moi j'avais une question pour rajouter encore quelques minutes, désolé. C'est peut-être plus à Didier, du coup, que je m'adresserais. C'était savoir, est-ce que donc là, on a parlé de sites plutôt anciens qui avaient été ciblés par le projet. Est-ce qu'il y avait aussi des carrières plus récemment fermées avec donc, la fin d'activité liée avec le projet de création qui avait été envisagé? Et est-ce que le potentiel de carrière en activité, mais avec des affleurements qui pourraient être intéressants, a été aussi étudié dans le cadre de ce projet de réserve? Non, alors dans les 15 sites qui ont été sélectionnés, aucun n'était en activité récemment. Hein. Je l'ai dit, la plupart des carrières avaient terminé leur exploitation il y a au moins 20 ou 30 ans, sinon plus, quoi. Donc c'était d'anciennes carrières qui étaient connues du monde universitaire pour leur intérêt scientifique. Hein, voilà. Et dans le cadre du projet de réserve naturelle, il n'y a aucune carrière récente, récemment fermée, ou encore en activité, évidemment, qui avait été visée. En revanche, dans le cadre de l'INPG, donc de l'Inventaire national du patrimoine géologique, bien sûr, il y a un certain nombre de carrières en activité qui ont été listées dans l'inventaire parce qu'elles présentent un intérêt scientifique. Et évidemment, un des enjeux serait, s'agissant de la réhabilitation des sites en fin d'exploitation, c'est de pouvoir protéger les objets géologiques qui ont été évalués dans le cadre de l'inventaire. Voilà. Merci.
Eh bien, pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas après à faire remonter vos questions si elles viennent plus tard à vos correspondants de réseau respectifs, puis on essaiera d'y répondre comme on peut. Je vous remercie tous pour votre participation. On a été plus d'une 60aine participants aujourd'hui. Je remercie aussi vivement tous les intervenants pour leurs témoignages qui ont été enrichissants et inspirants. Donc j'espère que voilà, ça va inspirer certains participants aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le webinaire annuel de 2025. Et si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas aussi à vous manifester auprès de vos réseaux. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs projets à partager. Voilà. Et je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Audrey, Amélie, Marois, bon, il manque Sandra, je crois qu'elle s'est déjà déconnectée. Je vais préparer un petit